La semaine dernière, les États-Unis ont exhorté leurs ressortissants ainsi que leur personnel diplomatique non essentiel à quitter le Mali alors que Bamako pourrait bientôt tomber aux mains des djihadistes. Le JNIM, branche sahélienne d'Al-Qaïda, contrôle déjà la plupart des routes menant à la capitale et cherche désormais à s'imposer politiquement face au pouvoir central. Après les talibans à Kaboul, HTS en Syrie, que signifierait l'entrée à Bamako de ce groupe, considéré comme terroriste par la communauté internationale? Bonjour Wassim Nasr. Bonjour Guillaume. Vous êtes journaliste à France 24, vous êtes l'un des meilleurs spécialistes des mouvements djihadistes. On vous doit notamment État islamique, le fait accompli aux éditions Plomb. Alors il faut nous expliquer d'abord qui sont les JNIM. On dit JNIM? On dit JNIM, c'est l'acronyme en fait en arabe. En arabe, il s'appelle Jama'at Nusrat al-Islam al-Muslimin. Donc c'est effectivement, comme vous l'avez très bien rappelé, la filiale sahélienne d'Al-Qaïda. Ça a été créé en 2017, après une fusion, disons, de la branche sahélienne d'Al-Qaïda au Maghreb islamique, avec 3 autres groupes djihadistes, sans qu'on rentre trop dans les acronymes, et chapeauté par Iyad Ghali, donc qui est un Touareg malien, ancien diplomate, notable Touareg, donc flanqué d'un aide de camp Peul, ce qui donne la portée du groupe, on en parlera peut-être bien au-delà du nord Mali, donc un prédicateur Peul, et d'un autre combattant historique pour le coup d'Al-Qaïda qui a été tué depuis. Donc la particularité du groupe, sans être très long, qui a été créé en 2017, c'est le facteur transethnique. Donc le JNIM a réussi à recruter au-delà des composantes arabes et touareg, chez les Peuls, chez les Dogons et même, on l'a vu, chez les Bambara, qui eux-mêmes en fait font le blocus de Bamako aujourd'hui Mhm. avec les Peuls. Et dans les dernières attaques assez importantes à Bamako même, donc contre l'aéroport militaire et l'école de gendarmerie. Donc sa particularité transethnique et actif, disons-le quand même, sur plusieurs pays, donc Mali, Burkina Faso, Niger, Bénin et Togo. Pourquoi? Quel est leur but? Parce que on a l'habitude d'avoir affaire à des djihadistes dans le monde arabe, Hmm. le califat et un certain nombre de buts qui leur sont communs. À Bamako, qu'est-ce qu'ils cherchent? L'application de la charia. C'est ce qu'ils disent, c'est ce qu'ils essayent de mettre en place, c'est ce qu'ils font, c'est ce qu'ils ont fait au Nord Mali, et c'est ce qu'ils imposent dans le centre. Et plus leur zone de rayonnement s'étendent, parce qu'on n'est pas dans le contrôle ou l'administration, plus ils arrivent à imposer leurs lois. Par exemple, avec le blocus de Bamako, ils ont interdit à une compagnie de transport de bus, la Diara Transport, de circuler. Et la condition pour qu'ils puissent recirculer, c'est de ne plus prendre de militaires dans les bus vers leur caserne et que hommes et femmes soient séparés et que les femmes soient voilées, par exemple. Donc le facteur religieux est très important dans ce qu'ils mettent en application là où ils sont en force. Bon, alors, vous qui connaissez bien les 50 nuances de djihadistes, Wassim Nas, comment vous les classeriez? Je ne sais pas s'il y a des Mm. djihadistes centristes ou des djihadistes radicaux, mais eux, par rapport à ceux que vous avez l'habitude d'étudier. Bah, en fait, eux, ils sont très territorialisés, disons, et ce qui les intéresse, c'est leur zone d'activité au Sahel. Par exemple, dès 2021, donc avant le départ des troupes françaises, donc de Barkhane du Mali, ils avaient fait communiqué sur communiqué pour dire le conflit avec la France est en Afrique, donc pas d'attentat, pas d'attaque sur le sol français. Et effectivement, donc il n'y a jamais eu d'attentat préparé ni par le JNIM ni par AQMI par ailleurs, hein, sur le sol français ou européen. Le seul attentat préparé en Europe et donc qui a abouti, c'était par les mains de l'État islamique en Libye à l'époque, c'était l'attentat de Manchester contre un concert. Donc ça, c'est une de leurs particularités. Par exemple, aujourd'hui, une autre de leurs particularités, alors qu'ils étaient habitués à prendre en otage des ressortissants occidentaux pendant plus de 10 ans, Mhm. ils ont arrêté cette pratique, ce n'est plus dans leur politique, entre guillemets, et maintenant ils se concentrent sur les ressortissants des pays qu'ils estiment soutien aux juntes. Donc chinois, ils ont des Chinois, des Russes, donc 2 Ukrainiens avec passeport russe du Donbass qui bossaient pour Wagner, des Indiens, 2 Égyptiens, des Turcs et des Émiratis, peut-être qu'on en Mhm. parlera, qui ont été libérés il y a quelques jours, moyennant une rançon de plus de 50 millions de dollars. Ce qui est effectivement, j'en reste quoi? Les États-Unis et le Royaume-Uni ont quand même demandé à leurs ressortissants de quitter Mm. le pays. Bah, effectivement, vous faites bien de le dire maintenant, parce qu'en fait, la demande vient suivant cette menace de prise en otage.
C'est plutôt ça qui a inquiété les chancelleries occidentales, parce que dans le Niger à côté, à Niamey, il y a un pilote américain qui a été pris en otage donc, par l'État islamique. Et il y a aussi une ressortissante suisse, une ressortissante autrichienne, prise aussi par l'État islamique à Agadez. Et ce qui inquiète les chancelleries occidentales, c'est ces prises en otage. Parce qu'ils ont vu que ce soit le JNIM dont on parle, ou l'État islamique au Sahel, donc son rival sur zone, sont en capacité de prendre des ressortissants en otage, de les garder et de demander des rançons exorbitantes. Donc c'est surtout ça qui a inquiété les chancelleries occidentales. Et autre chose aussi qui les a inquiétés, c'est le fait que Bamako soit sous blocus donc de carburant, et donc il n'y a plus rien qui marche. Ah oui. Donc électricité, transport, etc., etc. Et c'est ça aussi qui a motivé cette demande de départ, plus que la prise de la capitale en soi par les djihadistes du JNIM. Bon, mais comment ont-ils fait pour réussir à prendre justement une ville aussi grande que Bamako? Ils l'ont pas prise, ils l'ont mis sous blocus. Enfin, pour l'entourer, c'est-à-dire... Voilà, pour l'entrée. En fait, c'est un projet qu'ils ont depuis des années. C'est des gens, disons, patients. Et ils ont réussi à dupliquer ce qu'ils ont fait au nord, au centre, puis autour de Bamako. Et paradoxalement, ce qui a retardé, disons, ce blocus de Bamako qui a pris effet début septembre, c'est en fait leur conflit avec l'État islamique dont on parlait tout à l'heure. Parce que le gros de leurs effectifs et de leurs moyens était dirigé à combattre l'État islamique dans la zone de Ménaka au Mali ou au nord-est du Burkina Faso. Mais une fois l'État islamique s'est imposé, si vous voulez, on peut en parler aussi, eh ben, ils ont rebifurqué leurs moyens pour mettre en musique, disons, ce plan-là d'asphyxier Bamako et de faire chuter la junte. Ça veut dire qu'ils le disent très clairement, ça m'a été dit très clairement, le but final recherché, c'est de faire tomber la junte. Qui les finance? Ils se financent, comme on l'a dit, par les prises d'otages. Oui, remarquez, 50 millions de dollars, voilà. la question... Donc 50 millions de dollars et 20 tonnes de munitions. Donc en échange de 2 citoyens émiratis et de leurs employés iraniens. C'est pas n'importe qui, ces citoyens. Donc il y a un général à la retraite qui était dans le business de l'or et qui fait partie de la famille royale à Dubaï. Donc quand ils ont des prises comme ça, 50 millions, vous savez, sur zone, ça les finance sur des années. Donc ça, c'est source principale. Autre source de financement, c'est ce qu'ils appellent le zakat, ou l'impôt, disons, religieux, qu'ils prennent une fois l'an, des commerçants, ou des gens qui ont un peu d'argent sur place. Mais rappelons, que ce qu'ils font ne coûte pas cher. Il faut garder ça en tête. Bon, je vais vous rafraîchir la mémoire, Wassim Nasr. Je vais vous faire entendre le discours de François Hollande au Mali. C'était le 2 février 2013. Moi, je veux ici vous dire que je viens sans doute de vivre la journée la plus importante de ma vie politique. Parce que, à un moment, une décision doit être prise. Elle est grave. Elle engage la vie d'hommes et de femmes. Cette décision, je l'ai prise au nom de la France. Je ne vais pas vous demander de commenter les 12 années qui suivent Wassim Nasr, mais comment on est arrivé donc à cette journée qui a été qualifiée comme la plus importante de sa vie politique par François Hollande à la prise de contrôle de Bamako, le blocus de cette ville par les djihadistes? Rappelons déjà que la France a perdu 58 militaires sur zone, donc en se battant contre le JNIM et contre l'État islamique, et que l'opération Serval, donc celle de 2013, qui a arrêté la descente djihadiste du nord vers le centre, était militairement une réussite. Mais si on se remet dans le contexte, c'est-à-dire beaucoup de gens ont dit il fallait pas faire Barkhane. Donc à partir de 2014, donc, il y avait une réussite militaire, il fallait partir. Mais en 2014, c'était impossible de se désengager du Sahel parce qu'on rentrait en guerre contre l'État islamique au Levant. Janvier 2015, on se prend des attentats à Paris. 13 novembre 2015, donc politiquement parlant, c'était impossible d'expliquer aux électeurs, à l'opinion publique française, qu'au Sahel, on va se désengager alors qu'on continue la guerre ailleurs, surtout quand on dit que tous ces gens sont pareils. Alors qu'ils ne sont pas pareils. Donc au Sahel, c'est une insurrection. Une insurrection certes djihadiste, mais aussi une insurrection. Donc avec une assise populaire, avec un tissu économique qui fait qu'ils ont réussi aujourd'hui à mettre l'étau autour de Bamako. Quelque chose aussi de très important. Il ne faut pas oublier que les gens au pouvoir, que ce soit à Bamako, Ouaga, Burkina ou au Niger, ont chassé les forces françaises.
Donc, de fait, dans ces 3 pays, on est arrivé à une situation de no-fly zone, donc de zone d'exclusion aérienne de la chasse française et américaine, parce que les Américains aussi ont été chassés après avoir investi 100 millions de dollars dans la base de drones d'Agadez. Donc, de fait, ces militaires-là qui ont fait le choix de Wagner, le choix des Russes, n'ont pas réussi sur le terrain. Et l'implication des Russes et l'exaction commise par Wagner et l'Africa Corp ont fait ricocher, ce qui fait qu'ils ont renfloué les rangs des djihadistes. Donc, plus d'aviation pour les menacer, plus de renseignements américains pour les entraver, des exactions qui renflouent les rangs, et on arrive au résultat qu'on a aujourd'hui. Bon, c'est un élément de plus en faveur des interventions extérieures. On voit qu'à chaque fois, cela échoue, Wassim Nasr. Ça échoue parce que, regardez, le but politique, disons, des interventions occidentales était de combattre les djihadistes. Le but des juntes et des pouvoirs, même avant sur place, était d'utiliser l'antiterrorisme et la force de frappe occidentale pour rester au pouvoir et s'enrichir. Donc on n'avait pas déjà les mêmes objectifs. Si les Maliens avaient fait leur part du contrat, l'opération militaire française aurait pu être une réussite. Mais frapper et tuer les tous, ça ne marche pas. C'est pour ça qu'on arrive à des positionnements où des négociations devaient ou devraient être entamées. Par exemple, Ibeka, l'ancien président malien, avait souhaité négocier avec Iyad Ghali, dont on a parlé tout à l'heure, donc avec le JNIM, donc avec Al-Qaïda. Et ce même François Hollande, président français, lui en avait donné l'interdiction. Donc si, il y a 10 ans, il y avait une négociation parce qu'on parle à une insurrection, peut-être que le résultat aurait été différent. Mais encore une fois, c'était impossible de dire on négocie avec la présence française sur place, avec des terroristes, quand on dit à l'opinion publique que les terroristes sont tous pareils partout dans le monde. Et on a vu, comme vous l'avez rappelé en début de votre propos, qu'en fait, finalement, il y a toujours négociation. Les Américains ont négocié leur sortie d'Afghanistan avec les talibans, dont des anciens détenus de Guantanamo. Et on voit aujourd'hui qu'avec la prise d'HTS du pouvoir, le président syrien a été reçu à Paris, à Moscou et bientôt à Washington. Donc la négociation fait partie pour des cartes à jouer, en tout cas, pour baisser la violence, parce qu'en fine, c'est le but du jeu. Wassim Nasr, journaliste à France 24, chercheur au Soufan Center à New